Alors que les Américains gagnaient une des courses à l'espace en marchant sur la Lune, les Soviétiques, ne pouvant les concurrencer, se lancent alors dans une nouvelle bataille qu'ils voulaient gagner, construire une station spatiale de longue durée. Aujourd'hui, nous parlons du programme Salyut. Avant même les premiers pas sur la Lune, des projets de stations spatiales à but militaire fleurissent. Du côté américain, le projet MOL, Manned Orbital Laboratory, a pour objectif de faire des observations des territoires soviétiques depuis l'orbite. Le projet est abandonné en 1969 au profit des satellites de reconnaissance, moins coûteux et ne nécessitant pas d'envoyer des astronautes. En Union soviétique, les projets de stations se concrétisent avec le programme Almaz-Salyut à but secrètement militaire. Salyut, qui veut dire salut en russe, est le nom officiel des stations soviétiques. Mais Almaz, diamant en russe, désigne les stations soviétiques à but militaire. Ces stations ne sont pas ravitaillables et assez petites, elles ne sont donc pas conçues pour tenir plus de quelques mois. Des Almaz sont donc déguisées en Salyut. Ces stations ne sont pas ravitaillables et assez petites, elles ne sont donc pas conçues pour tenir plus de quelques mois. Les débuts ne sont pas une franche réussite puisque Salyut 1, lancé en 1971, première station de l'histoire, a énormément de problèmes. Le premier équipage censé l'occuper, Soyouz 10, ne parvient pas à s'amarrer à la station à cause d'un problème sur leur vaisseau et reste même coincé dans le cône d'amarrage. Ils parviennent finalement à s'en détacher, mais n'ont d'autre choix que de rentrer bredouille. On lance ensuite Soyouz 11. L'équipage parvient à entrer dans la station et y passe 22 jours, pendant lesquels un incendie se déclare à bord. Comme pour Soyouz 10, l'équipage de Soyouz 11 a lui aussi un vaisseau défectueux. Au moment de la séparation du module de descente de Soyouz, la capsule se dépressurise. Elle atterrit sans encombre et les secours tapent sur la capsule sans réponse de l'équipage. C'est en ouvrant l'écoutille qu'ils découvrent les 3 corps sans vie des cosmonautes morts d'asphyxie. Tout est tenté pour les réanimer, mais sans succès. De cet incident naîtront les combinaisons Sokol que portent toujours aujourd'hui les occupants de Soyouz. Quant à Salyut 1, elle est désorbitée en octobre 1971. Les soviétiques ne découragent pas. En 1972, ils lancent d'abord DOS-2, mais la fusée Proton censée la mettre en orbite est victime d'un dysfonctionnement et le lancement est un échec. Salyut 2, en réalité une station Almaz, lancée 1 an plus tard, est mise en orbite avec succès avant de subir également un dysfonctionnement après seulement 2 jours de vol. Une explosion du 3e étage de la fusée Proton qui l'a lancée arrache les panneaux solaires et génère un nombre important de débris qui seront d'ailleurs détectés par les radars américains. La station est donc dépourvue d'alimentation. Les carottes sont cuites. Elle est abandonnée et retombe presque 1 mois plus tard sur Terre. En 1973, une autre station est lancée, Cosmos 557, qui, comme DOS-2, échoue à se placer en orbite. Tandis que du côté américain, on délaisse l'idée d'une nouvelle station spatiale au profit de la navette, les soviétiques continuent leur tentative de station spatiale militaire. En 1974, Salyut 3, qui est en réalité une station Almaz, est la première station soviétique qui fonctionne vraiment. Des améliorations sont faites sur la station, comme des panneaux solaires rotatifs qui peuvent suivre le soleil et obtenir un meilleur rendement. 2 équipages se succèdent à bord et des systèmes d'armes sont testés, dont un canon de 23 mm censé assurer la défense des vaisseaux soviétiques contre une éventuelle agression américaine. Le canon fonctionne bien, ainsi que les propulseurs qui compensent les mouvements créés par les tirs. Officiellement, ce sera la dernière fois que les soviétiques équipent une station spatiale de canons à l'extérieur. Des armes seront à bord des Soyouz, mais pas pour viser des humains. Ces armes à feu permettront de se défendre si la capsule Soyouz se pose dans un endroit peu hospitalier, comme en 1964, quand l'équipage de Voshchod 2 s'est trouvé encerclé par une meute de loups. Salyut 3 est désorbité en 1975 après un problème technique sur les moteurs qui épuiseront tout le carburant. Elle est remplacée par une station à but scientifique, Salyut 4, qui permet 2 séjours de courte durée, 29 et 62 jours respectivement, durant l'année 1975 et représente une vraie réussite pour les soviétiques. Les cosmonautes y font du sport et des observations de la Terre et de l'espace. Soyouz 18, à destination de Salyut 4, aura un problème majeur durant le lancement. Au moment de séparer le second et le 3e étage, la fusée se met à dévier. Le système de secours s'active, mais la tour de sauvetage a déjà été larguée. La capsule se sépare et effectue une rentrée très dure, les cosmonautes subissant une accélération de plus de 20 G. La capsule atterrit sans encombre, accrochée à un arbre. Les cosmonautes pensent qu'ils ont atterri en Chine, pays peu amical à l'époque, et détruisent tous les documents sensibles. Ils seront secourus quelques heures après et apprendront qu'ils sont toujours en Union soviétique.
Salyut 4 est remplacé l'année d'après par Salyut 5, elle aussi une réussite, malgré encore quelques péripéties du côté des cosmonautes. Soyouz 21 rentrera sur Terre après qu'un de ses membres ait souffert de maux de tête à cause de l'odeur dans la station, avec un désamarrage de la station chaotique, une capsule qui rebondit et est secouée au sol par les rafales de vent. Soyouz 23 ne réussira pas à s'amarrer à Salyut 5 et ils rentreront sur Terre bredouille et atterriront sur un lac gelé. Devant leur succès à concevoir des stations pour des missions de courte durée, les soviétiques conçoivent alors une nouvelle génération de stations et ça commence avec Salyut 6 en 1977. Ses débuts démarrent un peu mal, le premier Soyouz venu la visiter n'arrivant pas à s'amarrer. Ils rentrent eux aussi bredouilles et les missions suivantes se dérouleront sans problème. Une première a même lieu, l'amarrage à la station de Soyouz 27 alors que Soyouz 26 est amarré de l'autre côté. Le premier double amarrage de l'histoire. Cette station, plus grande que les précédentes Soyouz Almaz, va cette fois accueillir des équipages pendant 5 ans. On y teste également la combinaison Orlan, conçue pour les sorties extravéhiculaires, et on accueille des cosmonautes des pays du bloc de l'Est ou de pays amis de l'Union soviétique, comme un Cubain, un Hongrois, un Polonais, un Vietnamien ou encore un Allemand de l'Est. Un vaisseau cargo automatique dérivé du Soyouz est également conçu, le Progress, et il ravitaille plusieurs fois Salyut 6 en carburant, vivres et expérience. Un record de durée de séjour dans l'espace est alors établi par Leonid Popov avec 184 jours à bord de Salyut 6. La station est également l'objet d'un amarrage d'un autre module pour agrandir la station, TKS-2, qui restera amarré à Salyut 6 en 1981. Et juste avant sa fin programmée en 1982, on lance son successeur. Salyut 7 représente également une avancée majeure, mais pas en termes de technologie, puisqu'elle est une copie de Salyut 6. En orbite de 1982 à 1986, elle devient la toute première station spatiale de longue durée qui accueille des équipages de pays non soviétiques ou communistes. C'est comme ça qu'en 1982, Jean-Loup Chrétien devient le premier Français dans l'espace et Rakesh Sharma le premier Indien en 1984. Un autre record de durée est établi par Leonid Kizim, Vladimir Solovyov et Oleg Atkov sur Salyut 7 en 1984, avec 237 jours passés en orbite. Les modules TKS ont continué à être testés, TKS 3 faisant une visite de quelques jours à la station, et TKS 4 qui restera jusqu'à fin 85, en fait jusqu'à la rentrée atmosphérique de Salyut 7. Une rentrée d'ailleurs qui ne s'est pas passée comme prévu. En 1986, la station Mir est lancée pour prendre le relais de Salyut 7, qui n'est vraiment plus en mesure de continuer à accueillir des équipages pour des séjours de longue durée. La dernière visite humaine de Salyut 7 est réalisée la même année par des cosmonautes venant de la toute nouvelle station Mir. Ils y restent quelques jours et emportent du matériel de Salyut 7 pour Mir. À partir de là, il est prévu que dans quelques années, une navette spatiale soviétique Buran ramène la station sur Terre. Mais Buran ne vole qu'une fois et le programme est annulé faute de budget. La mission également. Après quelques années d'errance dans l'orbite basse, le freinage atmosphérique de Salyut 7 est brusquement accéléré par une intense activité solaire. La station perd énormément d'altitude et effectue une rentrée atmosphérique non contrôlée. Au départ, les soviétiques estiment que les débris tomberont dans l'océan Pacifique, mais ils progressent un peu plus loin que prévu et tombent au-dessus d'une ville d'Argentine, Capitán Bermúdez, le 7 février 91. Des débris pleuvent au-dessus de la ville, mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer. De l'étage de fusée Skylab à la station Mir, en passant par les petites Salyut, ces petits lieux de vie ont permis à la Station spatiale internationale de devenir un projet viable. Les vaisseaux Soyouz et Progress, les combinaisons Orlan et Sokol, les modules Zarya et Zvezda, ou encore les procédures d'amarrage, les machines de sport, les plannings de travail, jusqu'au fait qu'il n'y ait pas de douche terrestre sur l'ISS, c'est l'héritage de toutes ces stations. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les stations Salyut. Je sais, elle était en retard. Je fais un peu de mon mieux en ce moment, mais j'ai beaucoup de travail en dehors de YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas également à laisser des commentaires, à vous abonner, bien entendu. Ça fait toujours plaisir de vous voir si nombreux à suivre la chaîne et j'espère que ça ira encore plus loin. On se reverra très bientôt pour de nouveaux épisodes. Oui, l'aviation va revenir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Stardust. Ciao. Alors, à l'époque, vous avez ouvert la voie et vous avez également ouvert les portes du Cosmodrome de Baïkonour, qui était un lieu ultra secret. Et pour les journalistes, c'était un événement de pouvoir suivre ce premier vol parce qu'il y avait tout à découvrir. On va revoir, avec des images déjà un peu tremblotantes, ce décollage. Пошли, Франция!
l'armée de l'air française est le premier Français à s'envoler dans l'espace. La fusée de 300 tonnes, 49 mètres de haut, grimpe en ce moment. Elle a brûlé 6 à 7 tonnes de liquide juste avant de décoller et elle en brûle à toute vitesse. Elle a été tirée exactement au moment où la station Salyut 7 passait au-dessus du cosmodrome de Baïkonour. C'est la raison essentielle pour pouvoir avoir un arrimage parfait. Voilà, en direct depuis le cosmodrome de Baïkonour, Georges Leclerc, Antenne 2, qui vous a présenté le décollage du premier Français de l'espace.